Bonjour et bienvenue sur France 24, c'est l'heure du Best-of, l'émission qui vous livre les meilleurs reportages tournés par nos correspondants aux quatre coins du monde. Cette semaine, nous vous dressons le portrait d'Ahmad al-Assir, un imam salafiste libanais qui défie à la fois le Hezbollah et le régime syrien. Nous irons aussi dans le sud de l'Allemagne où de plus en plus de jeunes sont devenus accros à la méthamphétamine, une drogue extrêmement dangereuse obtenue en République tchèque voisine. Mais d'abord, les Catalans sont appelés aux urnes ce dimanche. Des élections régionales qui pourraient voir la montée des partis indépendantistes. S'ils remportent la victoire, ils pourraient demander le divorce avec l'Espagne lors d'un référendum. Alors pour Madrid, cela n'est pas constitutionnel, mais pour la Catalogne, la région la plus riche du pays, il n'est plus question de subir les mesures d'austérité imposées par Madrid. Certains villages ont même retiré le drapeau espagnol du fronton de leur mairie. Explication avec Adeline Percept, Clément Perrault et Henri Delaguérie. Santpedor, au cœur de la Catalogne rurale. Cette petite ville fait partie des 600 communes qui se sont proclamées indépendantistes. Sur le fronton de sa mairie, Madame le maire n'accroche pas le drapeau du Royaume d'Espagne, seulement les drapeaux catalans et indépendantistes. Nous pratiquons l'insoumission. Normalement, le drapeau espagnol est le plus important. Il devrait être ici, au milieu. Mais en fait, la très grande majorité des mairies en Catalogne n'ont jamais eu le drapeau espagnol. Ici, tous les conseillers municipaux se prononcent pour un référendum d'autodétermination en Catalogne. Si ce village est séparatiste par tradition, la crise est un nouvel élément qui rassemble autour de l'indépendance. Moi, je ne me suis jamais sentie espagnole. Il est vrai qu'il y a des gens ici qui se sentaient auparavant et catalans et espagnols de la même façon. Mais nous avons assisté à un changement des mentalités. Ces mêmes personnes se disent aujourd'hui « l'Espagne c'est la crise, l'Espagne c'est l'oppression ». Les nationalistes catalans estiment aujourd'hui que 50 à 60% de la population dirait oui à l'indépendance. Depuis le début de la démocratie, la région a pourtant une large autonomie, notamment dans l'éducation. Dès la maternelle, comme ici en moyenne section à l'école publique de Santpedor, la langue catalane prime. C'est un vecteur majeur du sentiment catalaniste. Dès que les enfants arrivent ici à 3 ans, jusqu'au moment où ils en sortent, la langue d'apprentissage, c'est le catalan. Et au fur et à mesure de la scolarité, nous introduisons des heures de cours en castillan et en anglais. Notre objectif, c'est que ces enfants qui sont nés ici connaissent leur peuple, aiment leur peuple, qu'on en fasse des personnes qui aient un lien et qui soient impliquées dans leur pays. Dans la zone industrielle de Santpedor, nous nous rendons dans cette entreprise qui fabrique des panneaux solaires. Comme les 2/3 des chefs de petites et moyennes entreprises de la région, le patron ici est pour une Catalogne indépendante. Ces élections sont un moment très important. Il y aura un avant et un après. Nous pensons que nous pourrions être en croissance, mais que nous vivons une situation où l'on nous asphyxie économiquement. Et puis nous devrions asseoir les bases politiques qui nous permettront de mieux avancer, d'avoir plus d'aide pour les entreprises, plus de crédits, plus d'infrastructures. Ici, les voix discordantes sont bien solitaires. Membre d'un jeune parti politique qui prône la réconciliation avec Madrid, Antonio se sent isolé et muselé dans un contexte de fièvre catalane. L'indépendantisme n'est pas hégémonique, mais c'est devenu un discours dominant. C'est très difficile de combattre cela parce qu'il y a un effet de répétition. Par exemple, dans les médias ici, de façon continue, on entend « vous verrez ». Ça ira mieux avec l'indépendance car les Espagnols nous volent. Avant même ces élections, les indépendantistes de ces petits villages ont déjà gagné une bataille. Le grand parti CiU, majoritaire en Catalogne, promet d'enclencher dès le mois de janvier le processus qui doit conduire au référendum sur l'indépendance. Un tsunami politique dont Madrid se serait bien passé. Si vous ne respectez pas les sunnites, je vous le ferai payer. Ce sont les mots d'Ahmad al-Assir, un imam salafiste qui s'en prend au Hezbollah. Ahmad al-Assir est devenu l'un des symboles de la communauté sunnite, pas seulement au Liban, mais aussi en Syrie. Alors le conflit là-bas risque de dépasser les frontières et beaucoup craignent une guerre civile entre les sunnites et les chiites. Lucie Filder, Selim Melmeded. Même à la porte de sa mosquée, le cheikh Ahmad al-Assir ne se déplace plus sans sa garde rapprochée. Il veut nous montrer sa voiture criblée de balles. La semaine dernière, 2 de ses partisans ont été tués en combattant les miliciens du Hezbollah.
Ahmad al-Assir aime à se présenter comme une cible de choix pour le parti chiite. Il n'y a plus de chef sunnite au Liban, pour dire la vérité. Saad Hariri est à l'étranger. Ils ont tué Rafik Hariri. Ils ont tué Wissam al-Hassan, un responsable sécuritaire très important. Il n'y a plus personne pour diriger la communauté sunnite. Moi, je n'ai que la parole. C'est tout ce que je possède. Mais les armes ne sont jamais loin. Ce week-end, face à la presse et à ses partisans, Ahmad al-Assir envisage ouvertement d'y recourir. Il est devenu nécessaire de créer la brigade de résistance de Saïda. Pour l'instant, les responsables d'autres mouvements islamistes s'opposent à la création d'une grande milice sunnite. Mais les hommes du Cher possèdent des armes et ces jeunes partisans se préparent à faire le coup de feu. On est prêt à verser notre sang pour Assir. On fera tout ce qu'il nous demandera. Cher d'une mosquée de la banlieue de Saïda, quasi inconnue il y a moins d'un an, Ahmad al-Assir prêche désormais devant des milliers de fidèles. Sa recette, capitaliser sur le sentiment d'humiliation de la communauté sunnite. Ahmad al-Assir et ses partisans représentent le peu de dignité qui reste à cette communauté dans ce pays. Ce partisan du Cher nous livre l'autre clé de son succès. Dans ce bâtiment en construction de la banlieue de Saïda s'entassent plus de 300 réfugiés syriens. Tous sont sunnites. En insistant sur la solidarité communautaire, Ahmad al-Assir exacerbe le désir de revanche des sunnites libanais. Peut-être qu'un jour, et nous sommes convaincus qu'il arrivera, après la chute du régime criminel de Bachar al-Assad, nous devrons nous réfugier chez nos frères syriens. C'est pour cela qu'il y a des liens entre nous, afin de pouvoir faire tomber cet autre régime qu'on nomme Hezbollah et qui a une mainmise sur l'État libanais. Pour autant, dans les rues du souk de Saïda, Ahmad al-Assir est loin de faire l'unanimité. Il divise les Libanais. Pourquoi demande-t-il aux sunnites de haïr les chiites? Du coup, le sunnite a peur du chiite, le chiite a peur du sunnite. Tout ça ne rime à rien, c'est complètement ridicule. Si ces positions restent minoritaires, l'ascension de ce prédicateur salafiste traduit un phénomène bien réel, la montée des tensions confessionnelles au pays du Cèdre. La méthamphétamine, ou la drogue la plus dangereuse au monde, se propage à travers l'Allemagne, et ce, depuis que son voisin, la République tchèque, a assoupli ses lois sur les stupéfiants. Les dealers de drogue n'ont qu'à traverser la frontière pour s'approvisionner, un fléau pour les autorités allemandes. Reportage signé Anne Maillet, Yon Casado et Kylian David Beaujard. Nous sommes en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, non loin de la frontière germano-tchèque. La douane allemande y multiplie les contrôles. Depuis que la République tchèque a légalisé la possession de petites quantités de drogue, de plus en plus d'Allemands vont s'y procurer des substances illicites. Là-bas, on trouve notamment de la méthamphétamine, que l'on appelle aussi crystal meth, une drogue synthétique hautement addictive. On en trouve quasiment partout maintenant, non seulement sur les marchés asiatiques, mais aussi dans les salles de jeu par exemple. Vous pouvez vous en procurer très facilement, le deal se fait rapidement et ce n'est pas cher. Du coup, le trafic de stupéfiants, en l'occurrence de crystal meth, a tellement augmenté qu'on est obligé de renforcer les contrôles. Voici une partie des doses de méthamphétamine saisies ces dernières semaines. Elles proviennent toutes de République tchèque, où il existe des centaines de laboratoires illégaux. À la nuit tombée, nous traversons la frontière pour nous rendre dans un marché asiatique connu pour être un lieu de vente de crystal meth. Ici, on propose surtout des produits de contrefaçon, mais il ne faudra qu'une quinzaine de minutes à notre journaliste équipé d'une caméra cachée pour obtenir de la méthamphétamine. La transaction se fait rapidement et discrètement. Le gramme a coûté 35 €. Bon marché et facile à se procurer, le crystal meth se propage dans toute la région. Dans ce centre de désintoxication, la grande majorité des patients sont désormais traités pour une addiction à la drogue synthétique. Florian et Thorsten sont tous deux dépendants de longue date. Après l'euphorie des débuts, leur consommation a viré au cauchemar. Thorsten a parfois passé plusieurs jours sans sommeil sous l'effet de la drogue. Bien sûr que j'ai fait la fête. Et au début, c'était vraiment super. Mais à un moment donné, on commence à se faire des films sur des choses qui ne sont pas là. On s'imagine que les gens parlent alors que ce n'est pas vrai, on entend des voix, ce genre de trucs. Tous deux ont déjà tenté de décrocher mais sans succès, notamment à cause de leur environnement.
Selon eux, il devient de plus en plus difficile d'échapper à cette drogue. J'ai souvent déménagé, mais à chaque fois, je suis retombé dans ces cercles qui en consommaient. J'ai très vite compris qu'elle avait submergé la région. Depuis 10 ans, la progression est vraiment extrême. C'est consommé partout, dans toutes les classes sociales. Il y a même des pères de famille qui en prennent. C'est souvent utilisé comme un dopant. Des consommateurs qui à long terme souffriront de perte de mémoire et de concentration ou encore de dépression. Plus grave, 20% des patients traités ici sont sujets à des psychoses chroniques. Pour ce psychologue, c'est un drame de santé publique qui s'annonce. Ce n'est pas pour rien que la méthamphétamine ou crystal meth est appelée la drogue la plus dangereuse au monde. Elle provoque des dégâts catastrophiques dans le cerveau. Et bien sûr, les symptômes ne disparaîtront plus jamais complètement. Certains auront besoin de traitements toute leur vie et ne pourront plus jamais travailler. Il faut que la société s'y prépare. L'année dernière, le nombre de consommateurs réguliers de méthamphétamine a augmenté de plus de 150% en Allemagne. Florian et Thorsten sont décidés à s'en sortir, mais ils savent que la véritable épreuve ne commencera qu'à la sortie de la clinique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Best of de France 24.